Que savons-nous du missile Dark Eagle? Ah oui, l'Europe et la région Asie-Pacifique. Oui, enfin, on sait ce qu'ils nous disent, que ça fonctionne. Apparemment, il y a eu 2 vols d'essai, et l'un d'eux aurait été entièrement réussi, du moins c'est ce qu'ils affirment. Ce serait, soi-disant, leur engin planant, tu vois. Personne ne sait quelle vitesse réelle a été atteinte. Tout est complètement secret, parce que ça ne marche pas, et ça ne fonctionne plus depuis 5 ans. Souviens-toi, en 2020, il disait « Nous sommes sur le point de déployer cette arme hypersonique à longue portée, Dark Eagle. » Et depuis, il la déploie sans arrêt. Évidemment, il se contente de transporter ces conteneurs censés la contenir. Mais la réalité, c'est que même si cela atteint la capacité opérationnelle initiale, IOC, les Russes le prennent suffisamment au sérieux. C'est pourquoi ils disposent de toutes sortes de systèmes de détection, comme le radar résonance, ainsi que de tous ces S-500 et même des S-400, les derniers missiles capables de l'intercepter, sans parler du S-300 V4. Mais oui, c'est juste une tentative de faire quelque chose, tu vois, pour montrer que, oh oui, nous aussi, nous participons à la course hypersonique. Pas vraiment. La Russie en est déjà à la 2e génération d'armes hypersoniques. Et dans ce cas, est-ce une menace? Oui. Combien vont-ils en produire? Je ne sais pas. 300? Peut-être 5? Je ne sais pas. C'est à peu près ça. En réalité, il faisait face à des obstacles technologiques très importants. Non, en fait, énormes. Parce que construire un véhicule hypersonique manœuvrable, semblable à Avant-Garde par exemple, oh là là, ça demande bien plus de 5 ans, tu sais. Mais ils disent, oh oui, on est sur le point de faire ceci et cela. D'accord, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas si important. Mais si l'Europe veut mourir, si Dieu nous en garde, on en arrive là, ils seront forcés d'être transformés en parking. Le ministre russe de la Défense, Belousov, a déclaré que les États-Unis menaient des exercices simulant des frappes nucléaires préventives sur le territoire russe. Qu'est-ce que c'est, Andrei? Où font-ils cela? Essayent-ils de se préparer aux États-Unis, en dehors des États-Unis, en Europe? Où cela se passe-t-il? Oh non, je veux dire qu'il existe, pour ainsi dire, une couche très importante, une strate, au sein de la classe politique américaine composée de fanatiques. Ils ne comprennent pas la guerre. La plupart d'entre eux ne la comprennent pas. La plupart des Américains ne comprennent pas la guerre. Et ils raisonnent encore dans ce paradigme des années 1950, vous savez, la guerre froide, version 1.0. Donc quand je parle de fanatiques, je veux dire qu'ils ne sont pas des dirigeants dotés de bon sens. Ils ne sont pas des scientifiques raisonnables, ni d'ailleurs des militaires sensés. Et aujourd'hui surtout, il y a beaucoup de cette immense amertume, parce que leur arrogance a été freinée et qu'ils ont été exposés pour ce qu'ils ont toujours été. Les États-Unis ne sont pas performants en matière d'opérations interarmes. Elle ne peut pas mener une véritable guerre sérieuse sur un vaste théâtre d'opérations. Ainsi, la seule chose dont disposent les États-Unis, ce sont les armes nucléaires qu'ils utilisaient à un moment donné dans les années 1950, 1960 et 1970 pour dominer l'Union soviétique. Jusqu'à ce que l'Union soviétique mette en service, en gros, le RS-18, je crois. Cette arme terrifiante appelée Voyevoda, également connue sous le nom de Satan ou Satan 1, un missile balistique d'une puissance incroyable, presque impossible à intercepter. C'est pour cela que le projet Star Wars de Reagan a vu le jour, une pure fantaisie, un dessin animé en somme, sans aucune substance réelle. Et puis, bien sûr, oui, les Russes ont commencé à mettre à la mer des sous-marins stratégiques à missiles très avancés du projet 941, ainsi que les célèbres classes Delta III et Delta IV, en particulier le C-160 BDRM.
Alors soudainement, il y a eu la parité, une parité complète. Mais ils ont complètement manqué le développement des missiles de croisière en Russie. Et maintenant, tout à coup, même lorsqu'ils pensaient que, vous savez, l'Union soviétique allait s'effondrer, que la Russie allait se désintégrer, qu'ils auraient accès, qu'ils installeraient ces régimes de, vous savez, traîtres, et qu'ils auraient accès à tout ce dont ils avaient besoin. Vous voyez? Et des Russes peuvent mourir. Comme, vous savez, le plan Ost, l'Allemagne nazie, à peu près la même chose. Et puis soudainement, lorsqu'ils reconnaissent qu'ils en sont très loin, il y a beaucoup d'amertume. Ils ont toujours pensé, pour une raison quelconque, qu'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre arrêter ou atténuer une frappe de riposte de l'Union soviétique contre le territoire des États-Unis. Ce ne sont pas des gens très brillants. Ces gens-là, et vous en connaissez certains. Alors ils ont vécu dans cette illusion, vous savez, depuis 1980, depuis 1975. En somme, c'était fini. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'Union soviétique, dans les années 1990, une période terrible de l'histoire russe, que les Russes ont été ralentis dans le développement de leurs systèmes, tant les systèmes antimissiles que les missiles eux-mêmes. Et maintenant que tout cela est arrivé à pleine puissance, beaucoup de ces gens ne croyaient toujours pas que c'était possible. Eh bien, devinez quoi? Non seulement c'est possible, mais les États-Unis ont-ils quelque chose de comparable au RS-28 Sarmat? Non. Ont-ils quelque chose de stratégiquement comparable à l'avant-garde? Non. Ont-ils quelque chose de similaire au Bulava, un missile balistique lancé en mer capable de transporter plusieurs blocs hypersoniques manœuvrants? Non. Alors on commence à examiner ces types d'armes stratégiques. L'insomniaque, le voilà. C'est une histoire complètement différente. Quel est leur équivalent? Le 3M22 hypersonique, eh bien, anti-navire. C'est aussi un missile d'attaque terrestre. Est-il stratégique? Eh bien, si vous regardez attentivement, comme l'a dit Vladimir Poutine, et je le cite, où placez-vous le Poséidon ou le Burevestnik? Dans quelle catégorie? Sont-ce des armes stratégiques? Oui. Peuvent-elles être, disons, des armes de niveau opérationnel? Oui. On peut, par exemple, charger dans le Poséidon ces 20 tonnes d'explosifs conventionnels, comment dire, et l'engin ira simplement se placer sous un porte-avions. Dieu nous en préserve, d'accord? Il explosera et ce sera fini. Il disparaîtra en quelques secondes, vous voyez? Et ce ne serait même pas nucléaire. Alors, où les classe-t-on? Comment classer ces armes? Comment classer le Burevestnik? Il l'appelle une arme de l'apocalypse. D'accord. Peu importe comment on l'appelle, c'est un paradigme complètement nouveau dans la guerre. C'est tout le concept. Vous les lancez et le Burevestnik entre maintenant en capacité opérationnelle initiale. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, ils peuvent être entièrement supersoniques si nécessaire, puis hypersoniques. Qu'est-ce que cela signifie pendant ce qu'on appelle la période de menace ou de tension? Vous n'avez plus besoin de faire ces choses-là, comme démontrer ou escalader. Vous en lancez simplement un certain nombre et vous les laissez voler autour du monde. Et ils seront là, vous savez, en attente. Dieu nous en garde. De sorte que si l'ordre arrive, très bien. Si la situation se calme, tant mieux. Ils reviennent, amérissent, ou sont récupérables, et voilà. Alors, quel type d'arme est-ce? Stratégique? Absolument. C'est une classe complètement nouvelle. Et évidemment, le Poséidon est une arme terrifiante. Absolument. Andriy, avec la militarisation de l'Europe et la poursuite de la guerre en Ukraine, penses-tu que nous nous dirigeons vers la fin totale du contrôle des armements? Et pas seulement des traités. Je parle du concept lui-même, qui est si important. Oui, oui, nous y sommes déjà. Et voici ce qu'il faut comprendre. L'Europe ne peut pas vraiment se militariser. Elle n'a pas les ressources, elle n'a pas les industries. Eh bien, M. Poutine peut peut-être se militariser lui-même pendant ce qu'il fait la nuit, vous savez, dans son lit. Mais le fait est que l'Europe a été complètement démilitarisée.
Et les États-Unis aussi. À moins que les États-Unis ne commencent à livrer ce qu'il reste de leur véritable matériel de première ligne, en termes de chars, de Bradley et autres. Les Patriots ne fonctionnent pas. Nous le savons. C'est pathétique. Et quand on regarde cela, peuvent-ils même le reconstituer? Non, ils ne le peuvent pas. C'est ça le problème. L'Europe seule peut-elle participer à une course aux armements? Non. Ils ne peuvent même pas produire un char normal. Je veux dire, ils peuvent produire des maquettes, ça c'est sûr. As-tu vu ce qu'ils ont accompli au cours des, je ne sais pas, 20 dernières années? Non. Je veux dire, c'est vraiment pathétique. Des armées de Chihuahua, tu vois, qui n'ont jamais combattu quoi que ce soit. Sur le plan opérationnel, on parle d'un niveau complètement différent, d'un décalage total entre le corps des officiers en Russie, surtout l'état-major général et les commandements opérationnels, et ce que l'OTAN possède. Ils ne savent pas mener plus d'une guerre à la fois. Ils ne savent tout simplement pas. Et quand tu écoutes parfois leurs généraux, tu te demandes, sont-ils vraiment aussi stupides? Et ils le sont. C'est ça, la découverte terrifiante. Ces gens sont des amateurs. Ils ont été conçus pour les guerres des années 1990, contre, tu sais, des armées du tiers-monde comme l'Irak. Et même là, ils ne s'en sont pas si bien sortis en réalité. Donc au final, où en sommes-nous? Les Russes sont désinvoltes. Nous avons Vladimir Poutine. Quand on lit ce qu'il dit, il est très calme. Tout le monde est calme. Il se contente de dire que ce qui doit être fait le sera. Mais sur le plan industriel, en termes de ressources, ils ne peuvent pas produire en masse, surtout pas à l'échelle qui compte dans le monde moderne. Et je ne parle pas des drones, même si la Russie en produit plus que tous les autres réunis en matière de drones de combat. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Si l'on regarde l'état récent, par exemple, de l'armée du Royaume-Uni, ils ont tout donné, tous les canons automoteurs, tous les types de véhicules blindés de transport de troupes, les pièces d'artillerie tractées, tout cela à l'Ukraine. Et tout cela a bien sûr été anéanti. Alors, que reste-t-il de l'armée britannique? Je veux dire, juste une bande de gars avec des fusils, c'est à peu près tout. Donc vous savez, le seul endroit en Europe qui compte vraiment un peu, c'est la France, parce qu'elle dispose d'une dissuasion nucléaire indépendante. Et c'est la seule chose qu'elle ait. En ce qui concerne son armée de l'air ou ses forces terrestres, c'est le même chihuahua que la Bundeswehr, juste un peu plus, un peu mieux. Et quand on regarde l'ensemble du dispositif européen, pour ainsi dire, ils sont capables de monter de fausses opérations, de tuer des civils, d'essayer de faire croire qu'ils peuvent bloquer l'oblast de Kaliningrad. Tout cela n'est qu'un jeu destiné à apaiser le groupe de vous savez qui en Europe qui voulait cela. Ils votent pour cela depuis 30 ans. Et maintenant que cela se traduit en un déclin économique total, regardez l'Europe, regardez l'Allemagne. Elle se précipite littéralement vers les portes de l'enfer. C'est littéralement en train de foncer vers les soupes populaires. D'accord? La même chose va se produire avec la France. Le Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce ne sont plus des nations au sens classique du terme. Ce sont des cloaques multiculturelles où les populations natives, ces peuples européens traditionnels, ne sont pas exterminés, mais complètement écrasés. Ils sont endoctrinés. Et la seule chose qui les préoccupe, ce qui est compréhensible, c'est simplement de survivre économiquement. Nous n'en sommes qu'au début. Je veux dire, cela s'accélère et cela va devenir bien pire jusqu'à ce que l'Europe disparaisse pratiquement dans un statut de second monde. Criminalité élevée, absence de loi, niveau de vie très bas, toutes sortes de choses. Et cela se produit déjà. Quand on y regarde de plus près, comme je l'ai déjà dit, les villes européennes, mon Dieu, c'est tout simplement horrible. Ensuite, lorsqu'il parle de production d'armes et de munitions, il parle en réalité du complexe militaro-industriel des États-Unis. La ligne principale, vous savez,
c'est les États-Unis. Les Européens, pas vraiment. Non, pas du tout. Oui, ils ne sont pas vraiment un facteur, en réalité. Mais encore une fois, n'oublions pas que toute cette génération de soi-disant hommes d'État européens, ce ne sont pas des hommes d'État. Ce ne sont même pas de bons politiciens. Ce sont essentiellement une bande d'enfants de maternelle. Leur vision du monde se résume à « Oh oui, nous avons les États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique. Ces types viendront nous défendre contre ces méchants Ruskovs qui veulent nous voler notre... peu importe, nos ordures, nos bennes. » Et puis, soudainement, quand ils se rendent compte que les États-Unis sont un tigre de papier, certains commencent à paniquer. Ils paniquent. As-tu vu le nombre de chars et de véhicules blindés détruits au cours des 39 mois de l'opération militaire spéciale? Je peux vous le dire, 26 000. Et sur ces 26 000, seulement environ 3 000 étaient des chars ukrainiens. Et à peu près le même nombre étaient des véhicules blindés ukrainiens. Alors, d'où venaient les 20 000 autres? Eh bien, je peux vous le dire. D'abord, ils ont pratiquement tout dépouillé dans les anciens pays du pacte de Varsovie. Puis ils ont commencé à expédier ce qu'ils avaient. Combien de Bradley? Des milliers. Vous savez, toutes sortes d'équipements occidentaux. Tout cela a été absolument anéanti. Et chaque jour, ces imbéciles et ces généraux de bureau, totalement incompétents, attendaient pensant « Oh oui, le régime de Poutine est sur le point de s'effondrer. » Et il y avait toutes sortes d'amateurs, qu'ils appellent, pour une raison quelconque, des agents de renseignement, qui continuaient à livrer ce qu'ils appelaient des informations venant de Kiev. Donc si vous en êtes à ce niveau et que vous croyez cela, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas professionnel. Et je peux vous dire que les armées de l'OTAN ne sont pas des armées professionnelles. C'est une blague, surtout les forces terrestres. Alors maintenant, ils paniquent, absolument désespérés quand ils voient ce qui se passe. Et pour une raison quelconque, le régime de Poutine ne s'effondre pas. Je ne sais pas. L'économie russe était censée, vous savez, partir en vrille. Mais ce n'est pas le cas. Les Russes augmentent toutes sortes de productions, et l'économie se porte très bien. Et eux, oui, vous savez, maintenant vous avez ce clone, pardonnez-moi l'expression, de la Maison-Blanche, qui dit oui, les États-Unis peuvent détruire le monde 150 fois. Les tarifs, vous voyez. Alors, eh bien, la Chine lui a dit d'aller se faire voir. Et la Chine a sa propre influence, tu sais, sur Trump. Ensuite, il y a l'Inde. Donc, oui, qu'est-ce que tu veux attendre? Ces idiots étudiaient l'expérience israélienne en matière de guerre. Vraiment? Oui. Ils ne connaissent même pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tout n'est qu'un mélange de contes de fées sur le général Patton qui était prêt à vaincre tout le monde, tu vois? Donc, en conséquence, nous en sommes arrivés à la faillite de tout le système. Et le système économique ne fonctionne pas. Il n'a jamais fonctionné depuis 2008. Et maintenant, nous avons une autre bulle avec la soi-disant IA. L'IA n'existe pas. Il n'existe pas d'intelligence artificielle. Ils ne comprennent manifestement pas ce que sont les réseaux neuronaux. C'est donc une autre bulle qui est en train d'éclater en ce moment. Tout est une bulle. Tout est faux. Tout tourne autour de ces zéros dans, vous savez, les ordinateurs. En réalité, cependant, il y a des choses importantes. Par exemple, l'Europe peut encore produire d'excellents avions commerciaux. Aucun doute là-dessus. Je veux dire, Airbus encore. C'est un consortium, ce n'est pas français. Airbus est un consortium d'États européens. Mais à part ça, quoi? Des produits hors de prix, comment ça s'appelle déjà? Les voitures allemandes. Eh bien, comme l'a dit la ministre de l'économie allemande, il y a une dizaine de jours, elle s'appelle Reich, rien que ça, elle a déclaré que l'Allemagne avait cessé d'être compétitive. En réalité, elle a cessé de l'être depuis longtemps. Et si vous regardez de près,
Même Siemens, oui, Siemens, pas seulement le matériel ferroviaire ou les turbines, eh bien cela n'a plus vraiment d'importance. Ces fameuses machines IRM, scanners, CT et tout le reste, la plupart de leurs composants ne sont plus fabriqués en Allemagne. Ils viennent de Chine, d'Asie. Alors sérieusement les gars, vous prétendez encore que vous comptez? Eux non. Alex, ne penses-tu pas que l'establishment a d'une certaine manière réussi à contrôler Donald Trump et son administration? Parce que regarde, le prix Nobel de la paix revient au Venezuela et à Maria Corina Machado. Et Trump retombe dans le même genre de politique. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Nigeria entre en jeu. Soudainement, il se préoccupe du Nigeria. Puis la Chine réagit, et quand on voit la réaction de la Chine, on sent que quelque chose de sérieux se passe. C'est pour ça que la Chine doit commenter et en parler. Je veux dire, comment peut-on comprendre la position de Trump? On dirait qu'ils l'ont manipulé jusqu'à présent en ce qui concerne le Venezuela. Et maintenant le Nigeria, l'Ukraine. Chaque fois qu'il parle, il dit quelque chose de différent. Tu te souviens, après la rencontre avec Poutine, il a dit « pas de cessez-le-feu ». Puis il a dit « non, il faut aller vers le cessez-le-feu ». Il n'y a aucune stabilité dans sa manière d'agir. C'est ça le problème en ce moment. Oui, je suis d'accord, Nima. C'est exactement le problème. La raison pour laquelle je ne suis pas sûr qu'il aille réellement jusqu'à un changement de régime au Venezuela, c'est à cause de son passé, de la façon dont il a agi auparavant. Lors de son premier mandat, il y a eu un moment où il semblait que les États-Unis allaient entrer en guerre avec la Corée du Nord. Souviens-toi, ils avaient commencé cette guerre de mots. Il appelait Kim Jong-un « petit homme fusée » et disait « j'ai des fusées plus grandes ». Mais en même temps, il envoyait une délégation de généraux du Pentagone et d'autres responsables en Chine et en Corée du Sud pour préparer des pourparlers de paix. Ce qui a suivi a été un moment très prometteur, lorsqu'il a noué une relation étonnamment cordiale avec Kim Jong-un. Et puis, si tu te souviens, quelques semaines plus tard, ils ont effectivement commencé à déminer la zone de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et il semblait qu'ils se dirigeaient vers la réunification des deux Corées. Ensuite, pendant cette administration, il a semblé à un moment donné que les États-Unis allaient certainement entrer en guerre avec l'Iran. J'avais du mal à croire qu'ils iraient vraiment jusqu'au bout, et tu sais, Trump a ensuite commencé à bombarder le Yémen et à faire toutes ces choses insensées, amener des bombardiers stratégiques à Diego Garcia et ainsi de suite. Et puis, de tout ce chaos est sorti, pour ce que ça vaut, l'accord de paix entre Israël et Gaza. Et pour l'instant, du moins, la guerre contre Israël, la guerre contre l'Iran, n'est pas à l'ordre du jour. Donc je soupçonne que ce que nous voyons avec le Venezuela pourrait bien se révéler être la même chose. Parce que, si vous vous souvenez, lors de son premier mandat en 2019, il y a eu une tentative de changement de régime au Venezuela. Et encore une fois, Trump semblait y adhérer pleinement, sauf qu'il avait choisi deux des pires personnes possibles pour ce projet. L'un d'eux était John Bolton, à propos duquel Trump lui-même a dit qu'il était l'homme le plus stupide qu'il connaissait, et l'autre était Elliot Abrams, dont vous savez, la dernière fois que j'ai entendu parler, c'était dans les années 1980, je crois, avec l'affaire Iran-Contra. Et puis je crois qu'il a été inculpé, reconnu coupable, condamné à une peine de prison, puis gracié par George Bush père. Donc le résultat de toute cette affaire, c'est que Maduro est toujours au pouvoir au Venezuela. Malgré tous les signaux, malgré toute la communication, le changement de régime n'a pas eu lieu. Est-ce que ce sera la même chose cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais voici ce qui me dérange. Si les États-Unis parviennent à changer le régime au Venezuela et à porter Maria Corina Machado à la présidence,
Trump aura offert un cadeau colossal aux financiers de Wall Street, car ce sont eux qui veulent un changement de régime au Venezuela, au Nigeria et partout ailleurs, bien sûr. Et d'après ce que j'ai compris, l'une des missions de Trump lorsqu'il était en fonction était justement de lutter contre la classe des financiers mondiaux. Du moins selon les témoins, c'est exactement ce qu'il a dit à un groupe de républicains à Chicago, et il les a invités à se joindre à lui dans ce combat. Sinon, pourquoi les États-Unis auraient-ils besoin de changer le régime du Venezuela? Cela n'a absolument aucun sens. Si vous avez besoin de pétrole, vous pouvez en acheter. Les États-Unis sont suffisamment grands, disposent d'un pouvoir de négociation suffisant pour probablement aller à Caracas et dire « Très bien, nous allons acheter tout votre pétrole, vous allez nous le vendre à moitié prix. » Et je suis sûr que Maduro répondrait « Oui, monsieur, marché conclu. » Mais c'est pas le pétrole qu'ils veulent, c'est la garantie qu'ils veulent. La garantie, c'est l'élément clé. Et la seule classe dans notre société qui a besoin de garantie, ce sont les banquiers. Donc la pression, évidemment, vient de Wall Street. Et en ce sens, President Ford date portfolio de Noël a été attribué à Maria Corina Machado. Quel est ce nouveau discours de Donald Trump? Il se vante que les États-Unis sont les plus puissants, qu'ils possèdent le plus grand arsenal nucléaire, ce qui n'est pas exact, d'ailleurs. Mais c'est Donald Trump. Il faut l'accepter. Au-delà de cela, ce qui est stratégiquement important dans l'esprit des Russes, c'est l'idée de tester des armes nucléaires, ce qui est nouveau. Personne ne l'a jamais fait auparavant, et il essaie de le faire. Pourquoi? Oui, je ne peux pas imaginer, Nima. Cela semble être une réaction instinctive déclenchée par l'annonce par Vladimir Poutine du missile Burevestnik et du Poséidon. Et je pense qu'en partie, c'est peut-être même un malentendu. Les Russes n'ont pas testé d'ogive nucléaire. Ils n'ont pas testé de bombe nucléaire. Ils ont testé un véhicule. Ils ont construit un moteur à réaction à propulsion nucléaire et fait voler un missile de croisière capable de parcourir de longues distances. Ils l'ont fait voler sur 14 000 kilomètres, ce qui est une avancée majeure, mais il n'y a pas eu de test de bombe nucléaire. Donc toute cette rhétorique de sa part est inappropriée, elle est fausse. Cela semble presque être une réaction instinctive, née d'un sentiment d'impuissance. Parce que oui, les Américains ont des bombes nucléaires, mais ils n'ont rien de comparable aux missiles hypersoniques que les Russes possèdent sous de nombreuses versions. Ils n'ont rien de comparable à la torpille Poséidon. Ils n'ont rien de comparable aux missiles de croisière Burevestnik. Et même cette technologie, vous savez, est assez intéressante à bien des égards. Non pas parce qu'elle permet de créer un missile de croisière sans limite de portée, mais parce qu'elle pourrait aussi représenter une nouvelle technologie à usage civil. Alors sa réponse, c'est du genre « Oh, nous allons tester une bombe nucléaire maintenant. Vous allez voir. Et nous en avons plus que vous, même si ce n'est pas vrai. Et tout le monde sait que c'est pas vrai. Je ne sais pas. Je n'y arrive juste pas. C'est pourquoi déjà il y a des mois et des mois, pratiquement depuis le début de son mandat, j'ai pensé que, pour ma santé mentale, et afin d'éviter une lésion cérébrale, je devais arrêter d'écouter ce que cet homme dit et me concentrer uniquement sur ce qui se passe réellement. Tu sais, comme le Venezuela, si tu te fiais à ce qu'il disait, tu deviendrais fou, non? Mais voyons ce qui se passe en réalité, parce que les choses pourraient ne pas aller comme elles semblent aller en ce moment. Et puis toute cette histoire d'essai de bombes nucléaires, tu ne peux pas simplement, tu sais, allumer une mèche avec un briquet, la lancer et que ça explose. Il faut préparer ça. C'est un processus. D'après ce que je comprends, ça prend des mois, peut-être même 2 ou 3 ans pour le faire. Donc il ne fait que parler.
Trump ne fait que parler. Tu te souviens, il y a environ un mois, il disait « Oh, nous voulons la base de Bagram. Nous voulons y retourner. » Il n'en a plus reparlé depuis. Vous vous souvenez de l'administration Biden? Nous savions exactement ce qu'ils allaient faire. Nous n'aimions pas ça. Nous la critiquions sans arrêt. Ce que disait Anthony Blinken, ce que disait Jake Sullivan. Ils étaient partout dans les médias, à parler. Personne ne fait ça dans l'administration Trump. Qui est Rubio? Savez-vous même ce qu'il pense de ce qui se passe, même au Venezuela? Il ne sort rien de l'administration. Vous savez, le secrétaire d'État, le conseiller à la sécurité nationale. C'est toujours le même Marco Rubio, et personne ne sait vraiment qui est Marco Rubio, ni ce qu'il veut réellement. Oui, c'est clairement un cas d'ambiguïté stratégique. Et tu sais, je pense qu'il est assez évident qu'ils font cela volontairement. Ce n'est pas un accident, ils le font délibérément. L'idée, c'est qu'ils dissimulent leurs véritables intentions, de sorte qu'il nous est difficile d'interpréter ce qu'ils font, ce qu'ils essayent de faire et ce qui se passe réellement. Mais je dois dire que, pour moi, cette situation est bien préférable à ce que nous avions avec Anthony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland et tous ces gens, car eux nous poussaient obstinément vers des escalades au Moyen-Orient, en Ukraine, contre la Russie, contre la Chine. Ils mettaient déjà les choses en place, installant les pièces pour toutes ces guerres. Vous savez, Biden disait quelque chose comme « Oh oui, une guerre sur 3 fronts, pas de problème. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, bon sang. Nous pouvons battre tout le monde. » Trump fait évidemment quelque chose de très très différent. Et vous savez, pour moi, le changement vraiment important dans la nouvelle administration, c'est que nous avons de bonnes relations constructives entre la Russie et les États-Unis, ce qui, vous savez, est d'une importance capitale, car ce sont les deux principales puissances nucléaires. Et le plus grand risque, c'est l'anéantissement nucléaire de toute l'humanité. Donc le fait que les deux administrations se parlent, qu'elles soient en bons termes et qu'elles avancent dans une direction constructive est extrêmement important. La prochaine partie de cet accord, c'est que Trump a refusé d'accorder une garantie de sécurité à l'Ukraine. C'était le fil déclencheur, c'était le déclencheur de la Troisième Guerre mondiale. Il a refusé cela. Et il réduit l'implication des États-Unis dans le projet Ukraine, tout en obligeant l'Europe à réduire la leur. Vous savez, les Européens soutiennent encore l'Ukraine, ils continuent de fantasmer sur une guerre contre la Russie. Mais en réalité, ils ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet pour le moment. Trump a évité d'entrer en guerre avec l'Iran. Il a explicitement déclaré qu'il n'était pas intéressé par un changement de régime en Iran. Donc, sur la base des décisions politiques importantes que nous avons observées au cours des 10 derniers mois, je préfère largement l'administration Trump à l'administration Biden. Évidemment, il subit une énorme pression du lobby sioniste, de Wall Street, du complexe militaro-industriel et de bien d'autres encore pour faire autre chose, probablement pour revenir, vous savez, aux mêmes politiques que l'administration américaine suit depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que cette pression est la raison pour laquelle il rend tout le monde fou, y compris nous. Alors, vous savez comment comprendre la Syrie, comment comprendre le Nigeria, comment comprendre le Venezuela, le Yémen, et ainsi de suite. Je n'en suis jamais sûr. Je ne suis jamais sûr de la réponse. Mais je pense certainement que nous avons fait un pas très important pour nous éloigner du précipice de l'anéantissement nucléaire depuis l'arrivée de Trump au pouvoir.